Bonjour Christophe, merci de m'accueillir dans ce lieu magnifique et de m'avoir fait une petite visite privée. Alors, vous êtes animalier ici? Oui, je suis animalier, je suis aussi responsable pédagogique. Donc je m'occupe des visites guidées avec les groupes, avec les enfants, voilà, tout au long de l'année. Et puisque j'ai aperçu votre passion pour les insectes. Entre autres, bon, je ne veux pas dire que c'est uniquement les insectes, j'aime tous les animaux, mais c'est vrai que les insectes, je trouve ça très intéressant. C'est vrai que ce n'est pas aussi démonstratif au niveau affection comme pourrait l'être un cochon d'Inde ou un porc-épic, mais les insectes, on va pouvoir vraiment découvrir des tas de choses sur les adaptations, les transformations, enfin c'est vraiment un monde vraiment fascinant. Alors comment est-ce qu'on devient animalier? Alors, il y a un petit peu, et on va un petit peu décortiquer en deux parties, c'est-à-dire qu'à notre époque maintenant, il y a des écoles de soigneurs animaliers qui se sont ouvertes un petit peu partout en France. Sur un an, vous suivez un cursus presque universitaire avec une partie théorique et une partie pratique. Et au bout d'un an, vous avez votre diplôme de soigneur animalier. Vous avez aussi des formations à distance, pareil, qui donnent le même type d'enseignement. Par contre, moi, j'ai un parcours un petit peu différent puisque il y a 20 ans, ça n'existait pas quand j'ai commencé. En fait, c'est uniquement par passion et par connaissance. En fait, j'ai arrêté mes études d'histoire. Je faisais un doctorat d'histoire ancienne. J'ai tout arrêté pour pouvoir venir m'occuper des animaux parce que c'était un rêve de gosse que je réalisais. Ah, c'est vraiment une passion. Voilà. C'est merveilleux. Et vous avez beaucoup voyagé? Alors oui, j'ai un petit peu voyagé en Guyane plusieurs fois parce que je trouve que c'est un pays merveilleux parce que les animaux sont au quotidien, on en trouve de partout. Ça traverse la rue, vous les trouvez dans vos chambres, partout. C'est voilà, les iguanes, les grenouilles. Je suis allé aussi à Madagascar plusieurs fois, une fois pour découvrir un petit peu la faune et la flore de Madagascar. Et après, comme je faisais un petit peu de plongée, je suis allé plusieurs fois en Égypte pour faire de la plongée en mer Rouge. Un beau pays aussi. Oui, très beau, oui. Avec les blattes. Moi, ça ne me dérange pas. Les blattes, on retrouve au contraire, je suis content si je retrouve des blattes sous mon lit, des blattes géantes, ou s'il y a des grenouilles dans la cuvette des toilettes en Guyane, ou un iguane qui vous traverse devant le pas de la maison. Ah, ça, les iguanes. Donc, vous n'êtes pas allé au Galapagos? Non. Mais voilà, moi, ça ne me dérange pas. Et je mets de côté mon confort personnel et je préfère être en contact avec les animaux. C'est comme ça qu'on a fait, nous. Oui, très bien. Et vous êtes depuis combien de temps Donc là, cette année, ça va faire 20 ans que j'ai intégré. 20 ans. Alors en fait, vous avez, dès que vous avez commencé à travailler, vous êtes venu là? Oui, c'est ça, exactement. Votre premier et dernier? Peut-être le dernier, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette passion. Dites-moi aussi tout ce que vous faites pour les écoles. Alors, pour les vous écoles, recevez des écoles? On reçoit des écoles avec des visites pédagogiques, aussi bien des maternelles, des primaires, mais aussi des collèges. Il y a des thèmes qui sont, on va dire, qui peuvent être proposés, comme le camouflage ou les régimes alimentaires, mais aussi une visite guidée générale du parc, où on va aborder de façon plutôt ludique, avec des petites anecdotes, le monde floral et le monde animal. Et c'est ouvert tous les jours? Alors c'est ouvert tous les jours, sauf le 25 décembre le matin, mais sinon tous les jours de l'année, c'est ouvert. Ben oui, il faut nourrir les animaux tous les jours. Oui. Donc on est ouvert de 9h30 à 17h30 en hiver et à partir de Pâques de 9h30 à 19h30. Eh bien, merci encore Christophe, j'ai été ravie de cet accueil, de cette visite, de ce professionnalisme. Merci. À très bientôt, oui, je reviendrai, c'est sûr. Bienvenue au parc. Non, mais toi tu aimes pas. T'aimes pas ça. Pardon? Non, 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 parce qu'ils sont tous nés en captivité, donc ils ont l'habitude. Ils sont habitués progressivement aux baisses de température. Donc spontanément, il y a une couche de gras qui va se développer entre la peau et les plumes. Et donc du coup, ça va leur permettre de résister au froid. Après, on n'a pas des températures excessivement.
petite particularité chez cette espèce-là. Déjà, comme toutes les variétés de phasmes, les femelles peuvent se reproduire par parthénogénèse, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner naissance sans être accouplées. Comment elles font? Et bien, en fait, elles se divisent à l'intérieur, il n'y a pas de fécondation. Et cette espèce-là, en fait, depuis à peu près 150 ans, est élevée en Europe, ça vient de Malaisie, mais on n'a jamais trouvé de mâle dans la nature, on pense qu'il existe. Mais depuis 150 ans, on ne l'élève qu'à partir de femelles. Donc ce ne sont que des femelles qui ont été prélevées dans la nature, qui ont pondu, et qui après ont redonné naissance à d'autres femelles, etc. C'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. Voilà. Donc elles donneront naissance qu'à des femelles. Si elles sont accouplées à un mâle, elles donneront naissance à des mâles et à des femelles. Mais sinon, ce sont uniquement des femelles. C'est du clonage. Là, c'est un... Donc ça, c'est un mille-pattes géant qu'on va trouver surtout en Afrique, au Togo. Ce qu'on appelle une iule géante. Et donc hier, on a pu observer un accouplement, puisqu'ils sont deux. Combien de centimètres ils peuvent faire? Alors, elle peut faire cela jusqu'à 25-26 cm. Là, je crois qu'il n'en est pas loin, celui-là. Donc c'est une femelle. Hier, on a pu voir lors de l'accouplement que c'était une femelle. Souffleuses de Madagascar? Oui. Et elles font quoi? Pourquoi on les appelle souffleuses? Eh bien, on les appelle souffleuses, si vous écoutez bien. Ils sont de taille, hein? Ils sont de taille. Oh là là. Attendez, je vais essayer d'en prendre une autre. Pour qu'on l'appelle glatte souffleuse. La femelle n'est pas très active. On va prendre un joli mâle. Il sera un peu plus en colère. Ah, c'est quand elles sont en colère? Quand elles sont en colère, voilà. Et ça, on les trouve dans les maisons? Ah enfin, oui. Là, elles ne le font pas trop. Parce qu'elles ont bien mangé. Ça, c'est une petite cétoine, c'est-à-dire que c'est un petit scarabée. Là, elle est un petit peu endormie et puis elle fait la morte. C'est-à-dire que quand elle a peur, elle se replie les pattes et elle est totalement immobile. Et c'est une petite cétoine qu'on trouve au Kenya. Au Kenya? Au Kenya, oui. Ici, ce sont des coléoptères qui sont morts de vieillesse, de mort naturelle. Je les garde ici, intacts, et puis après, je vais les donner à un laboratoire avec qui on fait un partenariat, qui fait des recherches justement sur les propriétés des carapaces de ces insectes-là. Et en fonction des propriétés pour repousser l'eau ou pour repousser la lumière, eh bien, ils vont essayer de créer des nouveaux matériaux. C'est ce qu'on appelle de la bioinspiration. C'est génial. Alors là, il y a l'adulte. Là, vous avez une femelle adulte, et là, vous avez une larve qui, très certainement, vu la taille, sera un mâle, plus tard. Un mâle? Un mâle, oui. Et là, c'est une femelle. C'est une femelle. Parce que le mâle, ils ont des grandes cornes. Des grandes cornes, il va avoir une grande corne. C'est des capricornes, voilà. hein. Pas tout à fait, c'est des cousins, on va dire, des capricornes. Ah, c'est Hercule. Le dynaste Hercule, voilà, le dynaste Hercule, c'est lui. Et il y a une petite légende, c'est qu'il a une corne sur le dessus, une corne en dessous. Et dans les Antilles, pendant un moment, on croyait qu'il était capable d'enserrer une branche, de tourner autour et de la scier. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le scarabée scieur, des fois. Ah, d'accord, mais en fait, il le fait pas. Non, il le fait pas, c'est une croyance populaire. Donc là, on voit bien les mandibules qui servent à broyer le bois et les végétaux morts. Ici, vous avez une variété de fourmis qui est assez particulière puisqu'on va leur donner des végétaux, comme des fleurs, des feuilles, qu'elles vont découper, mastiquer pour faire une sorte de terreau. Et sur ces terreaux, elles vont cultiver un champignon. Vous voyez, c'est cette espèce de masse spongieuse qui est un champignon vivant. Et donc, c'est les fourmis qui le cultivent, elles s'en nourrissent et elles y vivent dedans. C'est leur termitière? C'est leur termitière en quelque sorte, mais aussi c'est leur garde-manger, puisqu'elles vont vivre et elles vont manger ce champignon-là. Elles ont inventé l'agriculture. C'est pas très gros, là. Alors après, là, c'est un début de colonie. C'est-à-dire que d'ici 2 ans, ce champignon-là pourra tenir dans un volume de 100 litres. Ça devient très gros. Et il y a plusieurs, on a compté jusqu'à 40 millions d'individus dans des fourmilières 40 sauvages. Millions. Parce qu'elles sont... Bon, elles sont pas très grosses, mais elles sont pas petites non plus. Voilà, et puis elles savent très bien découper les végétaux, et qu'elles vont après mâchouiller pour faire un substrat de culture pour ce champignon-là. Vous avez une petite menthe religieuse orchidée qui vient d'attraper une petite mouche à fruits, une drosophile. Et cette menthe-là, elle a la particularité, après en grandissant, de ressembler vraiment à une fleur d'orchidée. Déjà là, hein, on dirait une petite trimémétique. Et donc elle va rester cachée dans les fleurs d'orchidée. Dès qu'il y a un papillon ou une mouche qui va s'approcher, eh bien, elle va les attraper et les manger.